Bonjour les amis, bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans mon grenier pour un nouveau JT de l'écho, un vrai JT de l'écho qui cette semaine va être consacré au crack. Au crack, va-t-il y avoir un crack boom va-t-il y avoir un gros crack? Alors, vous connaissez la chanson de Stéphane Echer, les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent, crois-tu qu'il va neiger, me feras-tu un bébé pour Noël? Et bien là, c'est y aura-t-il un crack boursier pour Noël? Vous êtes très nombreux à vous poser la question et à me poser la question, je reçois beaucoup de mails, de commentaires du genre, bon bah oui, mais avec toute la situation, ce qu'on entend, la récession, la guerre commerciale, blablabla, va-t-il y avoir un crack pour Noël? Alors quand je dis pour Noël, c'était un petit jeu de mots, puis un petit clin d'œil à la chanson de Stéphane Echer, mais en réalité, c'est est-ce qu'on va vers un crack boursier dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent, on va dire fin 2019, début 2020. Alors je vais vous donner des réponses qui vont être très précises, vous allez voir. Et pour déjà vous dévoiler la conclusion, c'est a priori non, il ne devrait pas y avoir de crack. Mais ce qui est intéressant, c'est pas cette réponse-là. Ce qui est intéressant, c'est l'analyse, puisqu'encore une fois, pas de vérité ici, pas de vérité absolue, pas de vérité intangible. Je ne suis pas en train de vous dire ça va se passer, ça va pas se passer. Il y a évidemment tout un raisonnement derrière que je vais partager avec vous parce que c'est pas uniquement, j'interroge pas seulement ma boule de cristal, je ne lis pas uniquement dans le marc de café et je n'ouvre pas non plus les poulets pour regarder dans leurs entrailles pour savoir si les cours de bourse vont s'effondrer ou pas. Quoique, qui sait, peut-être que quand vous avez le dos tourné, je fais tout ça. Alors, la bonne question à se poser, c'est pourquoi les cracks se produisent? Alors, déjà un crack, c'est quoi? C'est un ajustement rapide et violent des cours de quelque chose. Alors, c'est un crack sur le blé, et donc c'est un ajustement violent des cours du blé. C'est un crack sur les obligations, on appelle ça un crack obligataire, et c'est un ajustement violent du cours des obligations, un crack boursier, un crack immobilier, un crack sur tout ce qu'on veut. Un crack, c'est avant tout un ajustement violent des cours de quelque chose, peu importe le quelque chose. Et donc, quel que soit ce quelque chose, et je vous rappelle toujours, l'économie c'est ultra simple, pour peu qu'on se donne la peine d'essayer de la rendre accessible à tous, pas de la simplifier, mais de la rendre accessible à tous. L'économie c'est extrêmement simple, et les mécanismes des cracks, que ce soit sur les bulbes de tulipes, les actions internet, les obligations souveraines et les obligations d'État, ou encore sur l'immobilier, nous allons retrouver à chaque fois les mêmes causes. Alors, c'est quoi les raisons? Eh bien, c'est une raison fondamentale. Une raison fondamentale, c'est ce qu'on appelle une récession économique. Ah, récession, c'est quelque chose dont vous avez entendu parler ces derniers temps. Il y aurait une récession, on irait vers une récession, on a peur de la récession. Donc évidemment, quand il y a une récession, baisse de la croissance, baisse des profits, baisse des bénéfices, et si on parle des actions, eh bien évidemment, baisse des actions. Donc, puisque les actions, elles ne doivent leur valeur a priori qu'à leur niveau de bénéfice des entreprises concernées. Mais on verra, vous allez voir que ce n'est pas si simple. Il y a évidemment les raisons géopolitiques, crise, guerre commerciale. Le 11 septembre, ça provoque un crack boursier. D'ailleurs, pendant plusieurs jours, pendant une dizaine de jours, la bourse à New York, donc les marchés financiers de Wall Street, vont être suspendus. Il n'y aura pas de cotation. Vous avez des raisons techniques, vente panique déclenchée par un événement extrême du genre Lehman Brothers. Faillite de Lehman Brothers, boum, tout le monde vend, marché gelé, grosse panique, crack, boum. Donc là, ça c'est parce que c'est lié à vraiment un élément comme ça, un élément qui est fort et qui déclenche des ventes paniques. Des raisons spéculatives, avec l'explosion d'une bulle spéculative, typiquement c'était l'explosion de la bulle des subprimes, la bulle immobilière, ou la bulle des valeurs internet en 2000 pour les plus anciens qui s'en souviennent encore. Évidemment, des raisons financières avec la hausse des taux d'intérêt, l'augmentation du coût d'emprunt. Qui dit augmentation du coût d'emprunt dit augmentation des crédits et donc baisse des investissements, et donc baisse des profits, et donc crack. Mais surtout, parce que nous, en France, on l'oublie, parce qu'on est dans un monde, dans notre pays, on a une spécificité en France, c'est que tout le monde s'endette à taux fixe. Mais en réalité, on est un peu une exception dans ce monde. On est un petit village gaulois, nous, par rapport à ça. La réalité, c'est que dans le monde entier, quasiment, les gens s'endettent à taux variable. Donc, quand les taux
remonte, et bien évidemment les taux d'emprunt remontent pour tout le monde, pour les particuliers, pour les entreprises. Alors vous imaginez, vous avez acheté votre maison et votre crédit il coûtait 800 € par mois, et puis maintenant les taux montent et on vous dit bah, votre crédit c'est 1200. Mais vous savez, c'était ce qui s'était exactement passé pour les Américains les plus fragiles avec la crise dite des subprimes. Donc quand on est dans un monde de taux variables, et bien évidemment l'augmentation des taux, qu'est-ce qu'elle entraîne? Et bien elle entraîne l'insolvabilité des agents économiques. Alors justement, ça tombe bien, parce qu'en réalité, les cracks, ils ne se produisent pas pour toutes les raisons que je vous ai données préalablement. Les cracks, si on regarde bien, ils sont prévisibles et ils se produisent uniquement quand les taux montent. Pourquoi? Parce que les taux décident de la solvabilité ou de l'insolvabilité des agents économiques. Je reprends. Les taux ont pour implication ou pour conséquence de décider de la solvabilité ou de l'insolvabilité des agents économiques. C'est hyper logique. Plus les taux baissent, plus vous êtes solvable, plus vous pouvez emprunter, plus vous pouvez consommer, plus vous pouvez investir. Mais si j'augmente les taux et que vous êtes à taux variable, bah évidemment, je déclenche votre solvabilité ou votre insolvabilité de manière volontaire. Et qui c'est qui décide des taux d'intérêt? C'est évidemment les banques centrales. Alors je vous ai mis deux tableaux qui sont super importants. Le premier, il commence ici, il faut que vous voyez ça, c'est 1999. Je ne sais pas si ça se verra bien à l'écran, mais toujours, vous pourrez venir télécharger la présentation dans l'édito de lundi prochain sur le site Insolentiae. On commence en 1999 et on va ici sur celui-là jusqu'en 2013. Qu'est-ce qu'on voit ici? 99, vous voyez, les taux vont commencer à monter. Alors en bleu, c'est la Fed, donc c'est la Banque centrale américaine. En rouge, c'est la Banque centrale européenne. Donc vous voyez déjà que si les cycles de taux sont légèrement décalés, ils sont juste strictement identiques. Donc il n'y a pas de guerre commerciale. Les banques centrales travaillent de concert, notamment la Fed, la Banque centrale américaine, et la BCE, la Banque centrale européenne. Vous remarquez que les taux d'intérêt vont monter de 5 à 7% aux États-Unis, de 3 à 5% en Europe. Juste avant quoi? Juste avant l'explosion de la bulle Internet. Donc, c'est parce que les banques centrales montent les taux d'intérêt pour justement dégonfler la bulle Internet, pour casser le financement de toutes les startups et arrêter avec le gonflement de cette bulle, que la bulle Internet explose en 2000, d'accord? C'est en mars 2000 qu'elle explose. Et donc, ils montent les taux d'intérêt et ils explosent volontairement la bulle Internet. On crée l'insolvabilité de toutes les entreprises Internet, de tous ceux qui finançaient cette industrie. Et donc, une fois qu'on a explosé la bulle, on vous dit « Ah là là, catastrophe, récession, crise économique ». Qu'est-ce qu'on fait? On baisse les taux. Et donc, les banques centrales, vous voyez, vont baisser les taux après. Il va se passer autre chose, c'est qu'ici, je vous ai parlé, on est en 2001 et vous avez les attentats du 11 septembre, on a un krach boursier, l'économie est complètement gelée, le monde entier est pétrifié après avoir vu l'effondrement des Twin Towers, et donc évidemment, on va baisser les taux d'intérêt pour relancer l'économie. On baisse tellement les taux d'intérêt qu'on va créer ici, des années 2001 à 2005, une bulle immobilière. Tout le monde a conscience de cette bulle immobilière. Et donc, on va commencer à partir de 2005 à remonter les taux d'intérêt aux États-Unis. En Europe, ça se fera un petit peu plus tard. Et vous savez quoi? Eh bien, regardez, en 2007, on est ici 2007, fin 2006, on termine la remontée des taux d'intérêt. Et 2007, c'est évidemment la crise des subprimes. La crise des subprimes, comme la crise de la bulle Internet, sont à chaque fois précédées d'une augmentation des taux d'intérêt. Il n'y a pas de krach boursier ni de récession majeure sans une augmentation significative préalable des taux d'intérêt. Retenez ça. C'est les banques centrales qui décident et des krachs et des récessions, avec cet outil magique qu'on appelle les taux directeurs. On est en 2007, crise économique. 2009, vous allez avoir 2008-2009, c'est Lehman Brothers, c'est les marché qui s'effondre, c'est une récession absolument terrible. Résultat des courses, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les taux d'intérêt de manière très importante et ils tendent vers zéro. Ici, là,
vous avez une petite augmentation des taux d'intérêt. C'était Jean-Claude Trichet qui, avant que Mario Draghi ne prenne la tête de la Banque Centrale Européenne, avait décidé de faire quelques remontées de taux. À l'époque, j'avais dit « Oh, rassurez-vous, ça n'ira pas bien loin, parce que si ça va trop loin, de toute manière, on est tous morts. » Donc évidemment, c'est pas aller bien loin. Alors, graphique suivant. Graphique suivant, c'est la suite de l'histoire. Donc, souvenez-vous, on était là. Là, c'est quand il y a Jean-Claude Trichet et Mario Draghi qui vont faire leur succession. Donc, Jean-Claude Trichet fait 2-3 remontées de taux ici, et il fait une remontée de taux pour, c'est complètement bidon, c'est pour redonner de la marge de manœuvre à Mario Draghi, qui lui, quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Pouf, il les rebaisse aussitôt. Donc c'est vraiment, voilà, c'est du degré zéro en termes de politique monétaire, en termes d'intelligence économique. C'était évidemment téléphoné, totalement prévisible et tout ce qu'on veut. Mais regardez, c'est la suite qui est la plus intéressante. Donc en Europe, courbe bleue, on s'effondre, et les taux d'intérêt sont à zéro, ils sont même négatifs aujourd'hui. Regardez aux États-Unis. Aux États-Unis, souvenez-vous, il y a 2 ans, on commence à vous dire on va normaliser la politique monétaire et on va monter les taux. J'ai toujours dit les taux ne monteront pas bien haut parce que dès que ça va monter trop haut, ça va couiner tellement fort que tout le monde va devenir insolvable très très rapidement parce qu'on est dans un monde de surendettement généralisé. Et donc si tout le monde devient insolvable, et bien évidemment c'est la catastrophe, c'est tout le système financier et économique qui va s'effondrer. Donc les banques centrales, et notamment la Banque centrale américaine, va faire semblant de vouloir remonter les taux, mais elle ne pourra pas aller au-delà de 3%. En fait, on s'est arrêté bien avant, parce que qu'est-ce qu'il s'est passé, et je l'avais dit, prévu, écrit à partir de septembre-octobre 2018, donc en fin d'année dernière, il y a exactement 1 an à la même époque, eh bien les marchés avaient perdu 25%. Pourquoi? Parce que les taux avaient d'abord monté, qu'on avait atteint le degré de douleur, le seuil de couinement, et où les marchés ne pouvaient plus supporter, les agents économiques ne pouvaient plus supporter des taux d'intérêt à 2,25, parce que je vous rappelle que tout le monde est surendetté. Donc qu'est-ce qui se passe depuis? Eh bien évidemment, la Fed annonce tout simplement baisse de taux sur baisse de taux sur baisse de taux, et la Fed rebaisse ses taux d'intérêt. Alors, ça nous amène à cette fameuse question, peut-il y avoir du coup un crack aujourd'hui dans les circonstances actuelles? Les taux sont en baisse aux États-Unis, les taux sont négatifs en Europe, vous en savez quelque chose, les banques centrales injectent des liquidités à qui mieux mieux. La banque centrale américaine, c'est 120 milliards de dollars par jour qui sont roulés tous les jours. C'est-à-dire que sur 30 jours, c'est pas 120 milliards qui s'additionnent chaque jour, mais c'est 120 milliards qui sont présents tous les jours pendant tout le mois dans le système économique. C'est 45 milliards tous les 15 jours qui sont présents également tous les jours, la totalité du mois. Et puis c'est 60 milliards de dollars de rachat d'actifs. Donc vous vous rendez compte un petit peu les sommes astronomiques qui sont injectées. Et en Europe, on a repris également le quantitative easing et la Banque centrale européenne rachète à nouveau des actifs et des obligations. Et puis, on a l'exemple japonais où la banque centrale japonaise, la BOJ, la Bank of Japan, détient ni plus ni moins que 40% de l'indice vedette, l'équivalent du Dow Jones aux États-Unis ou du CAC 40 en France. C'est le Nikkei au Japon. Et le Nikkei, la banque centrale du Japon en a acheté en réalité 40% et continue tous les mois à en acheter un petit peu plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il y a les vieux japonais, structurellement la population japonaise vieillit terriblement, et donc les épargnants japonais revendent plutôt leur épargne, ils ont besoin d'argent, donc ils revendent leur placement pour prendre des sous pour payer les maisons de retraite, les soins, etc., puis des pensions qui sont plutôt en baisse. Résultat des courses, le flux d'épargne est structurellement vendeur, et en face, il n'y a pas d'acheteur qui achète la banque centrale du Japon qui détient 40% de l'indice. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en réalité, 40% des sociétés japonaises qui sont cotées sont nationalisées sans le savoir. On est dans le délire le plus absolu pour éviter les problèmes. D'ailleurs, la Banque centrale du Japon ne prend pas évidemment les actions en direct, elle passe par des fonds communs de placement ou par des ETF qui sont eux les actionnaires, et donc en fait elle passe par une sorte de proxy, par une sorte d'intermédiaire pour ne pas être en direct, parce que sinon ça reviendrait tout simplement à une nationalisation des entreprises par des prises de participation de 40% en moyenne dans toutes les entreprises cotées du Japon. Un truc complètement délirant quand on y pense. Alors, dans un contexte comme ça, est-ce que vous pensez que les actions peuvent s'effondrer, craquer,
perdent 70% ou 60% de leur valeur. Vous me connaissez, je ne suis pas là pour vous dire « Oh, achetez des actions ». Je suis là pour vous dire soyez ultra prudent. Donc voilà, je suis pas là pour vous vendre des actions, très très loin de là, et vous le savez très bien. Et donc, pourtant, dans un contexte comme celui-là, moi, en termes économiques, je ne vois pas comment les actions peuvent s'effondrer. Elles peuvent baisser, elles peuvent corriger, il peut y avoir des ajustements, mais ça ne peut pas s'effondrer. Il n'y a aucune raison que ça s'effondre, puisque vous avez des banques centrales qui achètent, et vous avez des taux d'intérêt qui sont super bas, et c'est pas tout. Et c'est pas tout, parce qu'il y a une autre question du coup à se poser à ce stade du raisonnement, c'est quelle est la limite de valorisation d'une action dans un contexte de taux d'intérêt négatif? Ah oui, parce que là en fait ça change tout, et c'est le point clé là qu'on aborde en réalité. Il n'y a, à mon sens, aucune limite à la hausse des actions dans un monde de taux d'intérêt négatifs. Au contraire, plus les taux d'intérêt vont devenir négatifs, plus les actions, logiquement, devraient monter en dehors de toute notion de PER. Alors, on reprend, ça peut paraître compliqué, ne partez pas, vous allez voir, en réalité c'est très simple. Le PER, c'est le Price Earning Ratio, c'est le ratio des cours sur bénéfices. En gros, combien l'action aujourd'hui, quand je l'achète, elle vaut combien d'années de dividendes? Elle vaut combien d'années, alors pas tout à fait de dividendes, mais elle vaut combien d'années de bénéfices de l'entreprise? Traditionnellement, on dit qu'on achète c'est une bonne affaire d'acheter une entreprise quand elle vaut 10 années de bénéfices. C'est-à-dire quand son prix, rapporté à chaque action, est l'équivalent d'une dizaine d'années de bénéfices. Ça veut dire que dans l'absolu, si j'achète l'entreprise aujourd'hui, en 10 ans, grâce aux bénéfices, j'aurai remboursé mon crédit. C'est plutôt pas mal. Et puis au bout de la 11e année, je commence carrément à gagner beaucoup de sous. Alors aujourd'hui, on est sur des PER, des valorisations, on n'est pas sur 10 années, on est sur 20, sur 30, des fois sur 40. Vous prenez Google, c'est astronomique. Vous prenez Apple, vous montez au plafond. D'accord? Donc, on est sur des PER qui sont extrêmement élevés. Et là, les gens vous disent « Ah, mais c'est une catastrophe! Avec des PER comme ça, des ratios de cours sur bénéfices, ça ne peut pas durer, tout va s'effondrer. » Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, encore une fois, ce n'est pas la vérité, mais des éléments de réflexion et une analyse que je partage avec vous, libre à vous évidemment, d'y croire, de ne pas y croire, et puis surtout de regarder tout ce qui se passe autour pour vous forger votre propre opinion. Mon avis est le suivant, et là c'est important de faire ce petit calcul. Si une action vaut 200 € et qu'elle verse 2% de dividendes, soit 4 €, on est d'accord, on a un dividende, là il y a une erreur, c'est pas 4% de dividende, c'est 2% de dividende ici d'ailleurs. Donc surtout vous ne trompez pas, c'est 4 €, c'est moi qui me suis trompé, et 2% de dividende parce que 2 fois 2, 4. Donc on est tous d'accord, 4 € sur 200 €, ça fait 2% de dividende. Donc une action vaut 200 €, elle verse 4 € de dividende, soit 2%. Le cours de l'action double. Elle passe de 200 € à 400 €. On verse toujours, le dividende, lui, va rester constant tout au long de nos exemples, d'accord? On verse toujours 4 €. Le dividende ne bouge pas, il n'augmente pas. Il ne baisse pas, mais il n'augmente pas. Donc évidemment, 400 €, 4 €, ça ne fait plus que 1% de dividende. Imaginez, le prix de l'action double encore. Et donc on passe de 400 à 800. On verse toujours nos 4 € de dividende. Vous êtes d'accord avec moi? Dans ce cas-là, le dividende, il est plus de 1%, il est plus que de 0,5%. Mais il est toujours positif. Dans un monde de taux négatifs, même si votre action, elle double encore, elle double toujours, son dividende va tendre, son rendement va tendre vers zéro, mais le rendement d'une action va toujours rester positif. Le rendement d'une action qui verse des dividendes va toujours rester positif, même s'il tend vers zéro. Et dans un monde de taux négatifs, eh bien en fait, votre action, il ne faut plus regarder, à mon sens, et c'est mon analyse, le Price Earning Ratio, les ratios de cours sur bénéfices, qui sont des ratios très classiques pour essayer d'estimer les valeurs d'une entreprise. En réalité, aujourd'hui, il faut comprendre que les actions, notamment les grandes actions de grosses sociétés, vous prenez les Air Liquide qui travaillent tous les jours, les Danone qui vendent des yaourts tous les jours, les Nestlé qui vendent à manger tous les jours, les L'Oréal, tous les jours ils vont vendre des shampoings dans le monde entier. Et dans toutes les familles du monde entier, vous allez trouver des bidons L'Oréal. Donc, que vous ayez des cheveux crépus, des cheveux lisses, des cheveux blonds, des cheveux bruns, peu importe là où vous êtes dans le monde,
quel que soit votre positionnement sur la palette des couleurs du genre humain, vous aurez des bidons L'Oréal partout dans le monde. Donc, ce sont des entreprises qui travaillent tous les jours. Donc ce sont des entreprises qui sont en réalité extrêmement sûres. Et les investisseurs se disent quoi? Ils se disent plutôt que d'avoir des taux d'intérêt négatifs, je préfère plutôt avoir un rendement positif, même si les actions coûtent très cher, au moins j'ai quelque chose de tangible. Conclusion, eh bien dans un monde de taux d'intérêt négatif, ça peut durer encore très longtemps, ce petit manège. Surtout que Christine Lagarde, j'ai pas pu résister à cette photo-là, ce n'est pas un crack, et j'ai mis Christine Lagarde, c'est le message subliminal. Christine Lagarde vous dit que non, il n'y aura pas de crack. Donc en gros, Christine Lagarde, elle a évoqué en creux les taux négatifs en disant que c'était plutôt très salutaire, donc entendez bien le message. Et donc dans un contexte de taux d'intérêt négatif, les actions se mettent à se comporter comme des obligations, ce qui veut dire que quand les taux baissent, les actions montent. Et elles ne montent pas parce qu'elles font plus de bénéfices, elles montent parce que quand les taux baissent, le rendement donné par des obligations, lui, diminue. Et donc en fait, le rendement fourni par une action qui va verser des dividendes toujours positifs, eh bien, est nettement plus attractif. Donc, résultat, les gens se reportent sur des actions. Dans un tel contexte, sauf accident, il ne peut pas y avoir de crack. Il ne peut pas y avoir de crack boursier. L'accident, c'est quelque chose qui, par définition, nous ne verrons pas arriver, ni vous ni moi, si ce n'est, je vous reporte à ma première diapo, dans une boule de cristal, dans les entrailles de poulet ou dans le marc de café. Mais l'accident est par nature quasiment imprévisible. Et quand bien même il y aura un accident, je pense que les banques centrales interviendraient extrêmement fortement. Et donc pour moi, on est sur 15 à 20% de mouvements de correction à attendre, soit en fin d'année, a priori on n'en prend pas le chemin, mais bon c'est toujours possible, soit en fin d'année, soit plutôt en début d'année prochaine. Et effectivement, on devrait plutôt connaître, notamment sur des craintes de ralentissement, de récession, de guerre commerciale, pipeau, violon et flûte, tout ça, ça va être que des prétextes. Les cours vont baisser. On va avoir une belle correction de 15 à 20%, plutôt en début, à mon sens, plutôt au premier trimestre de l'année 2020. Et puis, ça devrait rapidement se calmer. Et business as usual, ce qui veut dire les affaires reprennent comme d'habitude. Et donc, on devrait repartir à la hausse et ça devrait simplement être un mouvement de correction qui va redonner tout simplement de la respiration au cours et permettre aux spéculateurs de spéculer. On n'y est pas encore. Normalement, si le bon sens des marchés est respecté et les traditions des marchés sont respectées, nous allons avoir quoi? Nous allons avoir une augmentation des cours plutôt et un rallye haussier jusqu'à peu près à la fin de l'année. Et puis nous aurons de beaux bilans pour tout le monde pour la clôture au 31 décembre 2019. Et puis nous devrions attaquer un premier trimestre assez maussade avec de mauvaises performances en début d'année. Et tout le monde devrait jouer de cette façon-là. Voilà, donc mon avis personnel, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un crack pour toutes les raisons que je viens ici de partager et d'évoquer avec vous. Encore une fois, ce n'est pas une vérité. Je peux évidemment me tromper, mais je pense que cette analyse tient la route et en tout cas correspond au phénomène que nous pouvons visualiser et à ces hausses de cours qui peuvent paraître absolument surréalistes, pour certains absurdes, pour d'autres totalement délirantes. Et puis beaucoup, je pense, ne comprennent pas pourquoi ça se produit. Ils le voient, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Et je pense que là, on a un cadre d'explication qui permet de comprendre pourquoi on a des PER complètement délirants, pourquoi les cours de bourse n'arrêtent pas de monter. La raison fondamentale, c'est que les actions ne se comportent plus comme des actions, mais que dans un monde de taux d'intérêt négatifs, les actions se comportent quasiment comme des presque quasi-obligations. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis, sur le crack boursier. Je pense donc pas que nous aurons un crack boursier. Ça ne veut pas dire que la situation est bonne, ça ne veut pas dire que la situation est saine. Au contraire, évidemment, tout cela est totalement absurde. Ça ne veut pas dire que je vous dis d'aller sur les actions. Peut-être qu'il y a de l'argent à faire. Moi, personnellement, j'y vais toujours avec beaucoup de prudence et de pondération, évidemment. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau JT, vrai JT de l'écho
dans mon grenier. Merci pour votre attention. Merci à toutes, merci à tous. Les pouces bleus, c'est important. Les commentaires, c'est fondamental et pour le référencement et surtout pour l'intérêt intellectuel et puis les débats entre vous. Donc n'hésitez pas, on commente, on met des pouces bleus et puis on partage la vidéo. Merci, passez une excellente semaine. À bientôt. Salut les amis. Bye bye.